Guadeloupe, actualité. Et l'État, la gendarmerie et la Chambre d'agriculture s'unissent pour lutter contre les vols de bétail. Certains exploitants font face à des pertes colossales avec des dizaines d'animaux dérobés. Il y a un éleveur, par exemple, à qui on a volé plus de 90 caprins et 80 porcs. C'est énorme. Regardez. Oui, tout à fait, c'était très important. On parle souvent de production locale, de consommer local. Malheureusement, on le voit ici, il y a un effort qui est fait en ce sens par des agriculteurs, qui est un métier difficile, des investissements qui sont lourds, comme on vient de le voir. Et puis malheureusement, on a cette augmentation des vols sur l'exploitation. Ici, on est sur une exploitation de cochons. On a pu le voir avec l'exploitant, il se fait régulièrement voler, c'est facile de pénétrer. Ces vols, eh bien, ils sont destinés à la revente, à l'abattage clandestin et à la vente de viande qui n'est pas contrôlée. Donc les consommateurs qui achètent ces viandes, eh bien, prennent un risque pour leur santé. Une convention qui vient d'être, je dirais, refaite, puisque nous avons un partenariat avec la gendarmerie depuis 3-4 ans. Mais cette fois-ci, je crois que l'ampleur du phénomène est telle que la préfecture directement s'est associée à nous pour pouvoir régler, en tout cas, autant que faire se peut, voir si ce problème diminue. Ce phénomène de vol qui aujourd'hui conditionne le mal-être des agriculteurs, eh bien, je crois que la population d'une manière générale et tous les Guadeloupéens doivent être sensibilisés. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens sur Internet qui vendent un petit peu des produits partout. Eh bien, il faudrait se poser la question, l'origine de ces produits. Eh je ne dis pas qu'à 100% ce sont des produits volés, mais une bonne partie de ces productions sont volées. Nous avons vu là un investissement, je dirais, colossal sur un atelier porcin. Eh bien, c'est près de 700 à 800 000 euros qui sont... Mais je parle de l'investissement, mais après du bâtiment. Mais après, il y a la conduite de l'élevage. Comment voulez-vous comprendre qu'aujourd'hui, cet agriculteur nous dit, eh bien, on lui a volé plus de 80 bêtes, 80 porcs, plus de 95 caprins. Il y a de quoi à être dégoûté. Donc, devant ce phénomène, il fallait qu'on se mette ensemble, et je crois que ces choses faites aujourd'hui. Nous allons travailler pour sécuriser ces exploitations, sécuriser le travail de ces personnes, parce que trop souvent aussi, on a l'impression que, les agriculteurs, ils parlent trop, ils pleurent trop, ils sont ceci, ils sont cela. Mais en réalité, nous sommes dans ce mal-être, et cette difficulté, aujourd'hui, est devenue trop accrue. Il fallait que nous nous mettions ensemble pour pouvoir l'approcher, en tout cas, avec les agriculteurs, qui seuls ne pourront jamais, mais vraiment jamais régler ce problème. Des conseils, il y en a dans toutes les sortes, mais le principe, c'est faire par exploitation un diagnostic. Faire un diagnostic sur T, dire voilà, vous, votre faiblesse, elle est là, c'est le manque de clôture, c'est le manque de points de verrouillage, c'est le manque, pour certains, de vidéos, etc., etc. C'est vraiment lié à chaque exploitation. Le référent sûreté chez nous vient gratuitement, bien entendu, faire un diagnostic sûreté en donnant des conseils. On n'a aucun parti dans tel ou tel matériel. Nous, on donne simplement des conseils en disant voilà ce qu'on vous conseille pour améliorer votre sécurité. Et on met en place aussi un système qui existe déjà pour d'autres corps de métier, c'est-à-dire les chaînes d'alerte qui sont très, très simples. Je disais tout à l'heure, on a tous un téléphone, on peut tous se faire une chaîne d'alerte et on est en train de mettre ça en place aussi pour qu'il y ait une alerte par secteur. Dire attention, dans telle exploitation, il y a des vols ou il vient d'avoir des vols, que les autres qui sont autour soient sensibilisés. La difficulté que nous avons ici par rapport à l'Hexagone, c'est que les 3/4, 80% des agriculteurs n'habitent pas sur l'exploitation agricole. Et donc ça complique un peu aussi la coproduction de sécurité avec eux. Olivier Félix. Et maintenant, je reçois Yannick Morvan, conducteur de VTC. Mormon, excusez-moi, monsieur Mormon. Donc, vous êtes conducteur de VTC, les VTC qui veulent engager une action contre l'arrêté pris pour la prise en charge des croisiéristes. Alors, on va faire un point avec les téléspectateurs pour qu'ils puissent très bien comprendre un peu comment ça fonctionne. On a donc le terminal de croisière. Les taxis sont autorisés donc à rentrer sur le terminal de croisière pour pouvoir récupérer leur clientèle. Et vous, les VTC, vous êtes obligés donc de rester devant. Vous n'avez pas accès donc à cette zone et vous devez donc démarcher, on va dire, les clients à la sortie du port. En fait, c'est pas vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé,
c'est que le CTIG, le Grand Port Maritime de Guadeloupe, même la région qui est au courant du dossier, en complocité, on va dire ça comme ça pour tout le monde comprendre, avec les représentants de l'État que sont la préfecture et la sous-préfecture, se sont mis d'accord depuis plusieurs années, puisque ça a commencé depuis en 2015, pour faire la part belle aux taxis pour qu'ils bénéficient entièrement du marché de la croisière. Donc, ils ont mis un certain nombre de choses en place qui sont illégales, qui soit ne respectent pas la réglementation au niveau du code du transport, ou soit ne respectent pas la réglementation au niveau du code des collectivités territoriales. Il faut savoir que le taxi, c'est quelque part, entre guillemets, pour parler vulgairement, pour tout le monde comprendre, c'est la possession du maire. C'est le maire qui a le pouvoir de police municipale sur les taxis, parce que c'est lui qui délivre, une fois que quelqu'un a son examen de taxi, c'est lui qui délivre les licences, de par ce qu'on appelle une autorisation de stationnement, un ADS. Donc, ce qui s'est passé depuis 3 ans, c'est que le préfet, afin d'organiser la saison de croisière avec le CTIG, le port autonome, s'est dit, bon voilà, pour répondre à l'offre, à la demande des croisiéristes, puisqu'il n'y a pas qu'être monde qui descend Guadeloupe dans ces bateaux-là, chaque fois nous en croisière, des fois qu'on dit 3000 moun, 4000 moun, il s'est dit, bon, il n'y a pas assez de taxis point 3. Donc, comme il n'y a pas assez de taxis point 3, je vais regarder ce que me permet la loi pour qu'il y ait assez de taxis point 3. Donc, il s'est dit qu'il va créer ce qu'on appelle une ZUPC, une zone unique de prise en charge. La ZUPC, pour que chaque Guadeloupéen comprenne, c'est une façon, en fait, puisque le taxi, il doit respecter sa zone d'ADS. C'est-à-dire qu'un taxi Mornalo, il peut partir Mornalo avec un client, mener Bastet, mais il ne peut pas charger un taxi Bastet si pas une réservation, donc comme un VTC. D'accord? Donc il doit respecter il doit respecter sa zone d'ADS. Et pour qu'il puisse avoir le droit de prendre des clients autre part que dans sa zone, son autorisation de stationnement, faut qu'elle aille prendre ces clients-là. Il a créé une ZUPC, une zone unique de prise en charge. Donc le préfet s'est dit, bon, il va créer cette zone unique parce que seuls les taxis point 3 n'auraient pas pu répondre à la demande. Mais sauf que le préfet, dès sa première question, il s'est trompé. Et c'est là qu'il nous a leurré. Et c'est là, dès le départ, la ZUPC n'a aucune raison d'exister. Pourquoi? Parce qu'au lieu de se demander est-ce qu'il y avait assez de taxis point 3, il aurait dû se demander est-ce qu'il y avait assez de transports particuliers, public particulier de personnes, c'est-à-dire taxis et VTC mélangés, assez de transport public collectif, c'est-à-dire ce qu'on appelle les lotis, qui ont une licence qui est délivrée par l'ADAL. Et lorsqu'il aurait regardé ces 3 effectifs, ils se sont rendus compte que l'offre était suffisante. Donc, pas besoin de créer une ZUPC. Deuxièmement, pour créer une ZUPC, ça n'a pas fait comme ça. On dit, c'est préfet là, qui créer une ZUPC. Ça n'a pas fait comme ça. Il y a une façon de faire qui est réglementaire. Première chose, ils doivent demander le pouvoir de police municipale des maires qui détiennent le pouvoir de police municipale sur les taxis. Et ça se fait dans des critères qui sont bien précis, qui sont prévus par le Code général des collectivités territoriales. Ces critères, c'est le maintien de la salubrité, la sûreté et la tranquillité publique. On se rend bien compte que la croisière, le marché des croisières en tout cas, ne correspond à aucun de ces critères. Donc, deuxièmement, le critère, ce qu'il a fait pour avoir le pouvoir de police municipale des maires, ça n'a pas qu'à rentrer dans le cadre de la croisière là. Okay. Donc déjà, il s'est posé la mauvaise question en se disant il n'y a pas assez de taxis point 3. Or, il aurait dû regarder l'effectif des transports en Guadeloupe. Et là, ils se sont rendus compte de pas besoin de créer une ZUPC. Et en plus de ça, pour prendre le pouvoir de police municipale des maires, il le fait de façon illégale parce que la croisière ne correspond à aucun de ces critères. Donc, en elle-même, la ZUPC, à la base, elle est déjà illégale. D'accord? Elle est déjà illégale pour les raisons que je viens de dire. Et en plus, on ne sait pas jusqu'à présent, est-ce que le préfet a pris la peine de redemander à tous les maires leur pouvoir de police municipale. Donc, à la base de tout ça qui permet à tous les taxis de Guadeloupe de rentrer sur le port, cette base, elle est illégale. D'accord? Donc, ça n'aurait jamais dû se faire. Deuxièmement, Caillou fait, il aurait créé ce qu'on appelle une zone tampon. Parce que la ZUPC, elle a été créée au pied du bateau, c'est-à-dire pour que le taxi puisse ramasser les clients. Mais ils ont créé en amont une zone tampon, une zone de stationnement, parce que au pied du bateau, 150 taxis ne peuvent pas garer en même temps. Donc, en amont, ils ont créé, encore une fois, une zone tampon, une zone de stationnement.
Et lorsqu'on regarde cette zone tampon, zone de stationnement, ce n'est pas une station de taxi. C'est des places qui sont marquées comme ça pour station de taxi. Et le taxi ne peut pas se garer autre part que dans une zone de stationnement taxi. Donc, ça prend une zone de stationnement taxi. Et même si c'était une zone de stationnement taxi, elle aurait dû également être sujet à une ZUPC. Parce que là, ils sont garés là pour ZUPC. La ZUPC, elle a été créée au pied du bateau. Donc là, quand ils sont garés, ils sont quelque part sur la voie publique, ils ont toute illégalité. D'accord? Donc, il n'y a pas rien à faire là. Donc, ce qui se passe, c'est que là, maintenant, on a une concurrence déloyale. Déjà, ils sont placés de manière illégale. Et en plus, on nous demande de respecter notre réglementation. C'est tout à fait normal que vous demandez nous respecter réglementation nous. Mais le problème, c'est que pendant Yoka demandé nous de respecter réglementation nous, ces taxis-là, Yoka fait ça, voulez en pied à bateau là, Yoka fait border à de manière illégale. Il faut savoir aussi que les taxis ne mettent pas leur compteur. D'accord? C'est-à-dire qu'ils prennent des gens à la place, à la tête, ce qui est totalement interdit dans leur réglementation. Ils prennent les clients à la tête. C'est-à-dire, je vous donne des tarifs qui sont en cours, que tout le monde connaît. Ils font un peu comme vous. Voilà, ils font comme nous. C'est-à-dire que nous, on n'est pas soumis, on n'a pas de compteur. Voilà. La tarification des VTC, elle est libre, c'est la réglementation. Au cas pour monde, j'en voulais. Les lotis aussi, hein, ils sont encore mieux parce que les lotis, eux, ils peuvent constituer un groupe à partir de 2 personnes sur place. D'accord? Donc, nous qui sommes normalement, naturellement, de par nos réglementations dédiées au marché de la croisière, eh ben, nous avons trouvé nous comme sans graines parce que, en partie, pour des raisons électorales, pour des raisons de pouvoir, ils se sont dit, bon, avec 400 taxis, on va se faire des voix lorsqu'il y aura des élections comme les régionales et on fait des cadeaux taxis. D'accord? On peut bien imaginer, OK, si on son taxi, yo ka fait tout ça habiter pour profession moi ka voter ba mouna qui ka fait là et puis ou encore si on y a un petit madame on a fait zidou on a dit pour mais on a acheté un robe ba on peut acheter toi ben lui aussi ka voter ba mouna ça d'accord donc de fil en aiguille eh ben nous on se retrouve dans cette situation où notre profession est en train de mourir parce qu'il y a pas que ça on est déjà dans ce problème de croisière au niveau du marché de la croisière mais on a déjà un problème avec la gare maritime parce que depuis 5 ans ils ont réorganisé la gare maritime ils ont donné aux taxis la possibilité de rentrer ils ont fait une station de taxi avec des cartes et nous on nous demande de rentrer dans le parking des visiteurs. Ils ont mis 5 places qui sont toujours prises par le citoyen lambda, le visiteur lambda. Et en plus de ça, pour sortir et rentrer du parking, des fois c'est 30 minutes. Donc la personne qui a pris 4h45 pour sortir de la Martinique en bateau, Mouna, ça pas qu'à attendre en voiture, il a payé 30 minutes pour sortir dans le parking. Donc cette personne-là, au fur et à mesure, eh ben, elle a pris un taxi au pied du bateau, au pied de la gare maritime. Donc nous, on a perdu quasiment 100% de notre clientèle à la gare maritime. Et c'est la même chose maintenant à l'aéroport. Ils ont pondu un arrêté préfectoral qu'on n'a jamais vu, mais on nous dit que ça existe. Et maintenant qu'on vient chercher nos clients à l'aéroport, on n'a pas de place pour entrer. On nous dit rentrer dans le parking des visiteurs. Donc, on doit le payer. Et c'est pas le seul problème, on doit faire la queue pour payer notre ticket. En plus, c'est le même problème. C'est-à-dire que la personne qui a fait 8 heures d'avion pour sortir de France, il va pas attendre vous ni qu'on poste billet. La voiture. Voilà, elle va pas attendre que tu sortes dans un parking, elle va pas transporter ses bagages entre 50 et 200 mètres parce que quand on arrive, les places les plus près de l'entrée elles sont occupées. Donc, les gens, il pleut, il y a des gens handicapés, il y a des gens qui sont un peu réduits physiquement. Il y a des anciens. Donc là, nous commençons à être toute bitée. Donc en fait, ils nous interdisent pas de rentrer directement parce que c'est illégal. Ils ont essayé sous l'autre arrêté préfectoral, donc c'est illégal. Mais il y aura mettre un certain nombre de bitets en place qui a fait que petit à petit, misi en misi, eh ben, le VTC va disparaître. On était un effectif de plus d'une centaine il y a 3 ans. Eh ben, maintenant, on est moins de 50 parce que les gars, il y en a plusieurs qui ont été passés l'examen de taxi puisqu'ils veulent travailler. Donc tout le monde n'a pas la fibre combattante. Donc les gars, à un moment donné, là, eh ben, il fait taxi et petit à petit, nous qu'à disparaître. Donc c'est un peu ça. On peut entrer sur le port, mais on peut pas travailler. Il y a une concurrence déloyale qui fait qu'aujourd'hui, nous avons pas de fil en nous comme sans graines et dans quelques temps, le Guadeloupéen n'aura plus la possibilité de choisir parce qu'il y aura plus de VTC, il y aura plus de lotis et il y aura que des taxis. Et donc là, vous avez décidé d'attaquer l'arrêté. Oui, en fait, il y a eu un arrêté préfectoral portant organisation des modalités de prise en charge des croisiéristes qui a été pondu le 31 octobre 2022. Et cet arrêté, dont j'ai donné quelques critères, nous avons décidé de l'attaquer devant le tribunal administratif. Et c'est comme ça que
le 24 janvier qui arrive, mardi, on a une audience en référé au TGI au théâtre de Basse-Terre pour en annulation de cet arrêté préfectoral. Il faut savoir que c'est pas la première fois que cet arrêté est attaqué. L'année dernière, en fait, en 2019, il avait été attaqué par une autre organisation qui s'est beaucoup battue pour ça. Et ce qui s'est passé, c'est que en référé, le tribunal a refusé de le suspendre l'arrêté, disant qu'il attendait l'avis du Conseil d'État, qui n'est jamais arrivé. Il y a eu la Covid entre-temps. Et après la Covid, ils ont été défendre un arrêté qui n'était plus en vigueur puisqu'elle était déjà fine. Croisière déjà fine, c'était 2 ans après, donc il n'était plus en vigueur. Donc du coup, ça n'a servi à rien. Donc là, on reprend le dossier par Covid. Donc, nous allons espérer aller au bout. Je voudrais dire une chose aussi. Allez-y, monsieur Morvan, pour terminer, allez-y. Pour terminer, faut savoir que nous ne sommes pas en guerre contre les taxis. Les taxis, ce sont pour beaucoup des amis et des gens avec qui on a de bonnes relations. Et on n'est pas en guerre contre les taxis, on est en guerre contre l'état-major des taxis, qui sont des gens méchants, scélérats et mesquins, qui veulent avoir une profession, une seule profession de transport en Guadeloupe, au détriment de toutes les autres professions. Donc, 24 janvier à 10h au tribunal administratif de Basse-Terre pour défendre l'arrêté en annulation, pour essayer d'annuler l'arrêté scélérat qui fait que une chose en amenant une autre, bientôt, nous allons disparaître. Et ça, nous ne pouvons pas accepter ça. Merci beaucoup Yannick Morvan, je le rappelle, président de la Fédération des VTC de Guadeloupe, de nous porter vos lumières justement sur ce dossier assez épineux quand même, il faut le dire, puisqu'on parle du devenir quand même d'une profession et de plusieurs dizaines d'emplois. Parlons maintenant des 8 organisations politiques qui ont décidé de signer une charte patriotique pour s'engager dans la lutte commune qu'est la souveraineté de la Guadeloupe. Le reportage. Cette charte représente un engagement commun des organisations à travailler ensemble et à mutualiser nos connaissances et à mutualiser nos moyens d'action afin de proposer au peuple guadeloupéen une alternative politique. Une alternative politique qui s'appelle la souveraineté de la Guadeloupe. C'est-à-dire que nous mettons nos moyens ensemble, nos réflexions communes et nous procédons régulièrement, puisque nous nous réunissons de manière hebdomadaire, à l'analyse de la situation politique de la Guadeloupe et nous réfléchissons sur tous les grands domaines, sur toutes les grandes problématiques et nous essayons non seulement d'être dans la réaction de ces situations, mais d'être aussi dans la construction et dans la proposition. Parce qu'il nous paraît très important de ne pas réagir uniquement à la situation, mais d'être dans la prospective et d'être en capacité de porter la réflexion et d'amener des solutions aux Guadeloupéens sur les problématiques d'aujourd'hui. Alors, bien entendu, ces organisations ont tous un passé derrière elles. Alors, nous disons clairement qu'il s'agit aujourd'hui de laisser l'histoire aux historiens. Et nous, organisations politiques, de travailler sur le présent, sur le réel, nous concentrer sur le présent et le réel, et surtout de construire l'avenir. C'est ça notre rôle en tant qu'organisation politique aujourd'hui, parce qu'il y a urgence de ce pays. Il y a urgence de ce pays, il y a urgence en matière environnementale, il y a urgence en matière d'aménagement du territoire, il y a urgence en matière institutionnelle, il y a urgence en matière démographique, il y a urgence. Nous sommes un peuple dont la chronique de la disparition annoncée a déjà été écrite. Le fameux génocide par substitution qui pousse certains à se demander si les Guadeloupéens existeront encore dans quelques décennies. Enfin, il faudra déjà définir effectivement la notion de Guadeloupéen et qu'on se mette bien d'accord dessus. On parle de Guadeloupéens de souche, entre guillemets. Et on enchaîne maintenant avec ce séminaire Bâti solide autour des constructions en bois. À l'heure du label bas carbone et face au changement climatique, les cellules économiques régionales de Guadeloupe, Martinique et Guyane travaillent à développer la filière bois. Ce matériau semble plus adapté à notre environnement avec de bonnes performances thermiques, une bonne résistance au séisme et une faible émission de CO2. Les professionnels étaient donc rassemblés pour échanger autour des bonnes pratiques et des nouveautés d'ailleurs. Regardez.
Aujourd'hui, les cercles de Guadeloupe et de Martinique travaillent sur les projets d'adaptation des normes de construction aux Antilles, puisqu'il devient nécessaire d'adapter les référentiels nationaux aux référentiels locaux. Donc aujourd'hui, nous avons plusieurs thématiques sur lesquelles nous travaillons, dont le bois. Et aujourd'hui, il faut s'orienter vers des constructions durables, donc construire en bois aux Antilles et en Guyane. Nous allons parler déjà dans un premier temps de cette partie culturelle du bois, puisque le bois, c'est pas une nouveauté. Donc on construisait déjà en bois, donc d'où vient cette construction en bois. Ensuite, c'est de pouvoir échanger sur le type de matériaux, comment pouvoir les entretenir une fois que la construction est faite, pour qu'on puisse être sur une durabilité, tout en respectant les normes de construction qui sont liées au séisme et au cyclone. On ne peut pas comparer la solidité. Par contre, c'est vrai qu'on a des deux types de construction chez nous. D'ailleurs, on avait eu un séminaire sur la construction avec tout ce qui est confortement parasismique. Ce sont deux types de construction différents, mais qui réussissent à répondre à des normes sismiques et cycloniques. La région était aujourd'hui en visite de terrain à Sainte-Anne, l'occasion pour l'exécutif de constater l'état d'avancement des différents projets dont il a la maîtrise d'ouvrage. On a le littoral et la route piétonne de la ville qui figurent parmi les plus importants. Regardez. Cette journée est très importante pour nous. On a fait un bilan par rapport à la région, ce qui a été fait sur la ville. Là, on a présenté les projets au sein de la salle de délibération. Maintenant, nous sommes sur le terrain pour le constat. Et le constat, c'est important pour nous parce que on voit ce qui se passe sur le terrain et les travaux, les projets que nous avons sur le terrain. Singulièrement sur notre plage, il faut le réensablement avec le système d'érosion, les traits de côte que nous devons revoir. Et à la limite aussi rendre cette route piétonne. Parce que nous avons, comme vous le constatez, beaucoup de visiteurs sur Sainte-Anne. Donc c'est important pour nous, cette visite, qui nous permettra, je dirais, un bon accompagnement du conseil régional pour nos projets futurs. Donc aujourd'hui, c'était une visite de la ville de Sainte-Anne avec le maire Franck Baptiste, parce qu'il a remplacé son frère. Et nous sommes venus voir s'il y avait des changements concernant les projets que nous avions arrêtés avec l'ancienne majorité. Les travaux avancent effectivement très bien sur Sainte-Anne. Sainte-Anne, c'est une ville qui consomme très bien les fonds que nous avons mis à leur disposition. Et nous avons été voir encore d'autres projets, notamment le giratoire de Poirier-Gissac que nous aurons à construire pour éviter des accidents à Poirier. L'aménagement de la plage de Sainte-Anne et d'autres chantiers, notamment les études lancées sur les écoles, sur 6 écoles de Sainte-Anne. Et nous avons fini par une visite surprise à notre centenaire, Madame Maragnès Ginette, mère de mes amis. Donc c'est un plaisir pour nous aujourd'hui d'être à Sainte-Anne. Et on enchaîne avec le tirage au sort de la Coupe de basket de la région Guadeloupe. Dans le cadre de la Coupe région Guadeloupe, donc c'est un événement récurrent que nous accompagnons depuis très longtemps et aussi qui fait partie des grands événements que nous accompagnons autour du basket, de la Ligue de basket, et que nous accompagnons à travers divers supports, que ce soit les contrats objectifs et cette compétition qui va rassembler l'ensemble des clubs du territoire. Alors pratiquement toutes les catégories sont représentées et chez les seniors, je crois qu'il y a 12 équipes. Chez les garçons, malheureusement, chez les filles, c'est toujours pareil. Il y a seulement 4 équipes, donc elles vont tomber directement dans la phase des demi-finales. Et petite nouveauté pour nous à la région, c'est-à-dire que les finalistes seront... il y aura l'équipementier de la région, l'équipement de la région qui sera fourni pour les finalistes, ainsi qu'un partenaire complémentaire. Ça permet justement un développement au niveau du basket, ça met en valeur c'est justement cette discipline. Bon, il est quand même important de savoir que il y a une dotation qui est quand même mise pour l'équipe qui est vainqueur. Donc nous allons faire en sorte justement de quand même remporter cette compétition de façon à avoir cette dotation. Oui, c'est un plus parce que il y a une dotation qui est donnée, ça fait un peu de trésorerie. On sait très bien que ce n'est pas lors des rencontres de championnat que les clubs remplissent leur caisse, parce que le public ne répond pas forcément, sauf que lorsqu'il y a de gros matchs. Donc ça permettra aux clubs d'améliorer leur trésorerie. Aujourd'hui, il est important pour nous de remporter aussi, de jouer cette compétition à fond, parce que nous avons derrière quand même des partenaires, de si peu de partenaires qui aident le club. Il faut quand même les mettre en valeur vis-à-vis de cette compétition.
Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. À 20h, ne manquez pas le récap judiciaire avec Lovely Eliac. Quant à moi, je vous retrouve lundi. Donc, passez un excellent week-end à l'écoute des programmes sur Canal 10. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans... Viens, tant qu'à faire. Viens. Comme. Puisque après la coupure pub, vous allez retrouver Richard Etienne. Bonsoir Richard. Bonsoir. Alors, si on peut avoir le programme déjà. Bon, alors le programme, c'est alléchant déjà, puisque on va parler de la Covid, c'est quasiment l'actualité. On parlera aussi de nos partenaires, ce qui nous permet justement de mener à bien certaines émissions. Puisque sur le plateau, je laisse un petit peu la surprise aux téléspectateurs de découvrir un petit peu l'événement. Mais il y aura pas mal de choses intéressantes tout à l'heure. En tout cas, Coupe Vive, on a la finale qui sera en direct déjà sur notre la finale qui sera en direct et puis la petite finale aussi. D'accord. Et tout ça, ce sera demain après-midi. Merci beaucoup à tout de suite. À Richard Etienne, justement, que vous retrouverez tout à l'heure pour Sport 10. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.